Bonjour et bienvenue à notre 8e épisode sur notre podcast Retour sur les attentes, euh, où on discute des pratiques de l'évaluation de la formation professionnelle dans le marché de la formation professionnelle en France et ailleurs aussi. Je suis avec mon collègue, partenaire et ami Jonathan. Comment tu vas, Jonathan? Très bien, Joss, très bien. Comme quelqu'un qui est, on va dire, en plein été, proche des congés, voilà, qui travaille au soleil, qui profite des terrasses, etc. Donc ça va très bien. Et toi? Super, super. Ben, ici, il fait très chaud, il fait 30 degrés. On annonce la canicule pour la semaine prochaine. Il nous manque d'eau. Je pense encore à notre épisode sur la sobriété. Ah, tu vois. Mais parce que je trouve que ça nous impacte Ouais. de plus en plus. Voilà, c'est vrai que c'est inquiétant et j'espère que c'est El Niño qui participe peut-être un peu plus à tout ça que vraiment l'échauffement de la planète. Mais en tout cas, c'est vrai que ça craint un peu. Ouais, sans environnement, on va dire, stable, durable, on ne fera pas grand-chose en formation comme ailleurs. Donc, Comme ailleurs, ça pose des exactement. questions. Hmm. Écoute, quoi de neuf? Les actualités depuis la dernière fois? Alors, depuis la dernière fois, bon, beaucoup, beaucoup de travail en ce moment, mais c'est pas nouveau. Et puis, j'ai eu le plaisir, hein, nous étions à Paris ensemble avec d'autres personnes il y a peu, hein, exactement. C'était ce pardon, 6 juillet, le 6 juillet, pour lancer le programme de certification à l'évaluation Kirkpatrick for Levels de niveau argent. Donc ce programme qui démarre par une journée de formation en présentiel. Et je suis voilà, je suis ravi en tout cas que l'on lance cette formation parce que c'est voilà, là on va emmener nos certifiés bronze qui se sont engagés dans ce programme un cran plus loin. Donc c'est top. Il y a de la motivation, tout le monde était enthousiaste. Voilà, on a pu vraiment aller au niveau supérieur justement. Et ça n'est que le début. Donc ça c'est vraiment top. Ouais, Comment tu as vécu aussi les ben, choses moi, toi? j'ai vécu ça super parce qu'on voit, comme tu dis, un haut niveau de motivation. Ouais. Beaucoup de conviction que c'est ultra important pour rendre les formations efficaces et vraiment travailler de façon très pratique sur l'impact. Ce que j'ai vraiment Mhm. apprécié, c'était le fait qu'on est dans la communication des résultats d'une formation professionnelle, autant que la préparation et l'analyse. J'avais oublié que vraiment, c'est la construction d'un rapport qu'on Mhm. doit présenter à un commanditaire sur les résultats d'une formation. J'avais oublié cette partie, justement, et je trouve ça ultra, ultra utile. Ouais, complètement. Je reprends une expression hein, qui a été utilisée jeudi, c'est nous allons adopter la posture d'avocats qui allons plaider l'efficacité d'un projet au sein duquel il y a une composante de formation, parce que là on parle de niveau 4, hein, on parle d'impact, on parle de RE, donc c'est sûr que c'est du haut niveau, c'est pas une petite action de formation isolée, hein, c'est vraiment un projet d'entreprise avec une composante de formation. Et comme on se positionne comme des avocats, ben on va rassembler les preuves pour prouver que la formation a eu de l'impact. Et donc, effectivement, comme tu le dis, ça ne se limite pas à l'élaboration d'un rapport, c'est aussi comment on va le communiquer face à nos clients, face à nos commanditaires, qu'il s'agisse de clients internes ou externes, et comment on va aussi les convaincre de l'impact de la formation. Parce qu'il y a vraiment toute une démonstration à faire pour que justement l'argumentaire soit convaincant. On a du mal, en fait, dans la formation, que ce soit en externe ou en interne, à avoir la posture en face pour se faire valoriser, je trouve, hein. Je vois vraiment des responsables de formation qui sont toujours tributaires des décisions de la direction, qui doivent attendre que les choses soient validées, que c'est compliqué en interne et puis forcément à l'externe aussi, on doit attendre l'aval des choses, Hmm. des décideurs, des commanditaires. Et donc vraiment de voir comment on peut se valoriser, comment on peut montrer qu'on a eu euh, un réelle contribution, vraiment c'est un plaisir, de voir comment on le fait et qu'il n'y a pas que dans le développement des compétences, mais vraiment on arrive à faire évoluer les indicateurs, on arrive à faire montrer que le commanditaire est content, que c'est exactement sa ligne par rapport à sa vision, sa stratégie pour son entreprise. C'est vrai que c'est un plaisir de voir à quel niveau on peut valoriser
un effort de formation euh, par rapport à ce projet. Ouais, tout à fait. C'est très juste, hein. Tu as tout à fait raison. Et j'ajouterais que c'est vraiment dommage, hein, quel gâchis, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses dans la formation et on ne va pas toujours jusqu'au bout de la démarche, à valoriser finalement le travail qui a été fait, à valoriser notre contribution à la bonne exécution de projets stratégiques, etc. Donc voilà, souvent on en reste à des choses qui vont être visibles, ouais, peut-être au niveau des apprenants, qui se disent ouais, les formations étaient sympas, c'était intéressant, on a appris des choses, etc. Mais au niveau des directions, au niveau de la direction générale, etc., on reste un peu dans le brouillard. Et c'est dommage parce que, accessoirement, c'est quand même la direction générale qui décide de notre avenir, qui décide de l'allocation des budgets, des ressources, etc. Donc voilà, on doit faire ce travail pour montrer que l'on existe et que nous ne sommes pas qu'un centre de coût. Alors, est-ce qu'on nous sommes un centre de profit? Ça, voilà, on pourra en rediscuter. Mais voilà, en tout cas, on doit prouver que nous apportons de la valeur ajoutée aux opérationnels et qu'on aide l'entreprise de manière générale à mieux fonctionner. Donc, il faut faire cette démonstration. Si on ne la fait pas, et ben c'est tout. On reste, voilà, on restera vu comme des preneurs de commandes de formation et pas du tout comme des partenaires d'affaires. Tu as vu là sur Disney un nouveau film qui s'appelle Flaming Hot? Ah non. Non, alors, c'est sur un, un Américain d'origine mexicaine qui a inventé des épices pour les Doritos, pour les Cheetos, tu sais, aux États-Unis, pour Ouais. que ça plaise à la communauté mexicaine. C'est-à-dire que toute la communauté hispanophobe, c'est ça qu'on dit, Oui. trouvait que Hispanique, ouais. hispanique, pardon, trouvait que Ou hispanophone, ouais, il y a ouais. beaucoup de produits qui n'étaient pas assez Ouais. épicés, pas assez de goût. Et donc lui, il travaillait au sein de cette société, de cette usine de, de, de chips pendant des années. Et puis finalement, il a inventé un truc parce qu'il perdait le boulot, il perdait des parts de marché. Et c'était grâce à une vidéo du directeur général qui disait que j'ai besoin des gens par rapport à ma vision, qui me contactent, qui apportent des idées. Et en fait, il a pris le téléphone, il a contacté directement le PDG qui était son N plus 5000, tu vois. Et puis, Mhm. c'est basé sur une vraie histoire. Et en fait, D'accord. ça a fou en rage tous les différentes strates de management entre le PDG et le, et le gars qui travaille dans l'usine. Mais finalement, le PDG, il était ultra content Ouais. de pouvoir partager quelque chose sur le terrain. Ah oui. Et ça me fait rappeler, tu sais, de l'anecdote de Jim Kilpatrick qui parlait de cette PDG de Chase Bank, tu sais, qui en fait, Oui, que lui, il est allé le voir pour tout à demander fait. qu'il félicite par mail, par téléphone, et puis après, finalement, il est rendu visite, tu vois. Et en fait, Exactement. on a l'impression parfois, en tant que responsable de formation, tu sais, que les commanditaires, bah, ils n'ont pas le temps, ils s'en foutent et tout ça, mais en fait, c'est parce qu'ils Hmm. ne savent pas, tu vois, ils visionnent pas, ils n'ont pas d'image, ils ne savent pas comment c'est. Et le fait venir dans notre monde, d'insister, tu vois, parfois, ça les bouscule à un point où ils disent ah oui d'accord c'est comme ça me plaît je savais pas plus que Exactement. j'ai pas envie tu vois je trouve hein, et je fais le parallèle parce que je trouve que c'est important parfois de dire au DD bon il sera pas intéressé ou il peut pas il a pas le temps de vraiment comme faisait Jim comme faisait Wendy dans l'ascenseur où elle a pris le gars d'entre deux tu vois Ouais, tout à c'est fait. de dire non parfois ils savent pas il faut simplement faire cet effort là. Ouais, exact. Et d'ailleurs, on en a parlé hein, jeudi. On disait voilà l'importance. Alors c'est bien d'avoir des données, d'avoir des tableaux de bord assez carrés avec des données quantitatives, etc. Mais voilà, pouvoir transmettre, je vais dire, de l'émotion aussi, toucher aussi le cœur des gens lorsqu'on va présenter les rapports, montrer que voilà, ça a l'impact, que ça a l'impact sur les personnes, au niveau de l'entreprise, etc. On peut communiquer des indicateurs, des données plus qualitatives, agrémenter son rapport de photos, de vidéos, etc. Donc c'est du storytelling. On va raconter une histoire, et comme tu dis, Mm. en parallèle, en faisant le parallèle avec ce film, c'est vraiment là, il va falloir aussi, oui, convaincre les personnes, quoi. Et on va pas juste être convaincu avec des éléments, on va dire rationnels, quoi. Voilà, à un moment donné, il faut aussi aller toucher l'émotionnel. Il faut qu'on prouve, voilà, que il y a de l'impact, que ça joue aussi sur l'humain, etc. Voilà, on est quand même dans la formation, hein, je veux dire, voilà, donc avant tout, on touche l'humain et il faut que ça
il faut que ça apparaisse dans nos rapports d'évaluation, clairement. Bon, aujourd'hui, on va pas parler de bonnes pratiques, on va parler des vacances. En C'est gros, ça. on va parler de C'est bien aussi. qu'est-ce qu'on peut faire pendant les vacances, parce que les grandes vacances approchent à grands pas. Ouais. Et on avait plutôt envie de partager un peu des ressources que vous pouvez trouver vous, si vous avez un peu de temps pour écouter ou lire ou regarder sur la formation, même pas que, je trouve, hein, pas que sur la formation, Oui. mais rien de, voilà, on n'est pas dans les romans ou dans la fiction, c'est vraiment Hmm. pour vous aider, vous, dans votre travail, hein, c'est ça l'idée. Et donc, on a créé une liste de ressources qu'on va partager, mais qu'on va plutôt présenter ici, que toi tu as fait pour le côté plutôt francophone. Moi j'ai quelques idées, quelques ajouts pour le côté anglophone. Oui. C'est pour ceux qui parlent anglais. Euh, c'est ton idée, Jonathan, de faire ça. Ah bah écoute, oui, je me disais alors, je, je, je vais me permettre une rapide introduction en disant les vacances, la priorité, c'est quand même de se ressourcer. Bien sûr. Donc, n'allez pas croire que l'idée ici est de dire bon, vous avez voilà 1, 2, 3, 4 semaines de congé, je sais pas. Voilà, il faut penser formation, il faut penser impact, etc. Alors, c'est bien de lever un peu le nez du guidon, de se ressourcer, de se reposer, mais soyons réalistes. Alors, je suis pas mal de personnes sur LinkedIn qui font voilà, de l'écriture, du copywriting, etc. Et je pense notamment à, on va dire, l'une des stars, entre guillemets, dans le monde francophone sur LinkedIn, qui est Maud Alaves, qui expliquait qu'elle continue à poster des choses sur LinkedIn, y compris l'été, et que c'est là où elle a une très forte audience. Parce qu'on croit qu'il ne se passe rien, Mm. mais beaucoup de gens restent connectés quand même. Donc beaucoup de gens continuent à aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Donc on a beau avoir le discours consistant à dire on coupe littéralement, la réalité, c'est que beaucoup de personnes restent connectées. Donc pour ces personnes-là qui ne fonctionnent pas en mode ermite, je me coupe définitivement pendant plusieurs semaines. Et bien voilà, on va dire cet épisode s'adresse en particulier à vous pour aller chercher un peu de nourriture, mais en mode détente. Pas en mode, voilà, on vous demande pas de travailler sur des plans d'évaluation, etc. Mais c'est plutôt, tiens, allez vous inspirer, allez prendre de l'inspiration via différentes modalités, via différents médias, différentes ressources, etc. Pour voilà, aller chercher des idées nouvelles, prendre quelques notes, voilà, avec à côté de vous un peu de sable, un cocktail et tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment en mode complètement détente, hein. D'ailleurs, que vous soyez en congé ou pas, parce que même si vous n'êtes pas en congé, si vous travaillez en entreprise, il est probable qu'il y ait une forme d'accalmie où peut-être que vos clients ne seront pas là, peut-être que vos collègues ne seront pas là, etc. Donc voilà, vous allez peut-être avoir un peu plus de temps pour réaliser cette veille et aller vous inspirer ailleurs. Bon, super. Et donc là, on a des livres, on a LinkedIn, on a les sites, on a des podcasts, on a YouTube, c'est Oui, ça? c'est Donc ça. la variété pour toi, c'est important, hein. Ouais, exactement. Alors c'est euh, je vais dire chaque ressource, hein, je vais parler de ressources de manière générale, hein, même y compris pour les personnes, hein, elles me le pardonneront, mais chaque ressource, on peut dire chaque média, chaque modalité, peu importe, euh, on va dire, a une utilité différente. Donc voilà, si je vais regarder, je prends un exemple, mais je vais aller consulter une vidéo sur YouTube, je vais pas avoir la même profondeur de réflexion, évidemment, que lorsque je lis un livre pendant plusieurs heures. Parce que je vais lire un livre, je vais m'arrêter, je vais y réfléchir, je vais peut-être relire le paragraphe que je viens de lire, prendre des notes. Donc c'est pas du tout la même stimulation intellectuelle. Et moi, je suis assez partisan de varier les formats parce que voilà, ça va répondre à des objectifs différents. Et on peut aussi, voilà, évidemment, je vais pas lire un livre quand je suis en voiture. Par contre, là, si je pars en vacances et que j'ai 10 heures de route, bah, les podcasts seront les bienvenus. Donc voilà, l'idée, c'est de proposer un peu des formats variés qui puissent répondre à des objectifs différents et qui puissent s'adapter aux contraintes des personnes, tout simplement, quoi. Et On y surtout avec va? les enfants, Ouais. ouais, Vas-y. mais surtout avec les enfants, je trouve ça Ah bah oui. très intéressant qu'on peut mettre un podcast et on pourrait croire que ça intéresse en personne d'autre le thème, mais Oui. finalement,
moi, j'ai eu des gens hors formation qui me contactaient. Même la famille disait qu'ils écoutaient notre Ah podcast. oui. Ils ont trouvé ça très intéressant. Donc, n'hésitez pas à mettre le podcast et vous verrez si la famille aime bien ou pas, si ça stimule un peu de conversation. C'est vrai que ça fait du bien pour tout le monde. Alors je vais tester en t'écoutant, je vais tester, je vais diffuser mon podcast Eh oui. à mes enfants pendant 10 heures de route cet été. On va voir un peu notre podcast, comment ils vont réagir avec. Et j'ai pas dit que c'était mes enfants, hein. J'ai dit de la famille, mais j'ai pas dit que Ah c'était oui, mes d'accord. Ouais. enfants. Par rapport au podcast, en tout cas. Parce que là, ça va leur faire tout drôle. Alors oui, ils vont entendre la voix de Joss et la voix de papa, d'accord. Ouais. Mais évaluation d'impact, ROE, etc. Ça va leur faire tout drôle. Bon, Euh, on commence avec les livres. Ouais, alors c'est parti. Alors là, c'est vraiment. Alors, j'insiste aussi. Hein, tout ce qui va être listé ici, ça n'est pas un top 3, ça n'est pas un top 5, etc. Donc évidemment, c'est évidemment comment dire sélectif. Hein, on pouvait pas sélectionner tout le monde, tous les livres, etc. Donc c'est vraiment un choix comme ça, assez arbitraire et avec un parti pris qui est le mien, qui est que notamment pour certaines ressources, j'aime vraiment faire un pas de côté. C'est-à-dire que, par exemple, dans les livres, je lis très très rarement des livres sur la formation. En fait, j'aime bien lire des livres, soit qui n'ont strictement rien à voir sur le sujet, soit sur des sujets connexes, et je fais des liens. Et je me dis, tiens, ce sujet-là, tiens, comment ça peut enrichir les pratiques de formation, d'évaluation, etc. Donc, tout ce dont, en tout cas pour ma part, hein, Just aura peut-être un positionnement différent, mais pour ma part, tout ce que je vais recommander ici, n'est pas forcément lié à l'évaluation des formations, qui est quand même notre sujet central, mais l'idée, c'est de venir enrichir votre vision et vos pratiques sur l'évaluation en s'ouvrant à de nouvelles choses. Tout Bien simplement. sûr, très bien. Alors dans les livres, je me suis préparé un petit, alors c'est pas un top 3, mais en tout cas voilà, une sélection de 3 livres. Alors bon, un qui est pour moi vraiment un incontournable, et j'en ai parlé, j'en ai fait un article sur LinkedIn quand je parlais de santé, etc. Mais c'est celui de James Clear, qui se nomme en anglais Atomic Habits, et en français, donc le titre est, je crois, Un rien pour tout changer. Et tu connais bien James Clear, Joss, hein, je Ah, crois. moi, j'ai suivi des années avant la sortie de son livre. Ah J'ai oui, suivi. En fait, il a un site qui était extrêmement épuré, donc très ouais. blanc et très, très minimaliste, comme tu aimes bien. Mhm. Et il faisait des blogs, mais juste incroyables, incroyables sur comment améliorer sa vie, surtout professionnelle, avec des habitudes. Et vraiment, c'était très, très intéressant, même juste sur le blog. Et après, il a écrit les livres dont tu parles. Exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Alors moi, je ne l'ai connu qu'avec ce livre, hein. Et c'est quand tu m'en as parlé que je suis allé voir son blog. Et je trouvais ça effectivement très, très pertinent. Alors qu'on parle d'habitude, il faut imaginer, on va dire, traduction en mode Kirkpatrick, on va parler de comportement. Oui, Donc, et je trouve que c'est un excellent livre pour comprendre ce qui peut former les habitudes. Comment on peut se construire les habitudes, comment on peut les tenir aussi, comment on peut se faciliter la vie pour justement les adopter. Et donc, c'est utile sur le plan personnel comme professionnel, mais on va dire au niveau de sa personne. Donc moi, vraiment, j'utilise cette notion de système. Hein, je trouve ça mais vraiment excellent. La manière, on va dire, il y a rien de tel finalement que de travailler à la mise en place d'un système pour que les habitudes deviennent justement des habitudes. C'est-à-dire que ça finisse par être une routine. Et je me dis, voilà, ça peut inspirer largement aussi notre ingénierie pédagogique, notre ingénierie de formation sur la partie transfert. Donc comment derrière on peut, je veux dire, éduquer les apprenants, les équiper pour qu'ils soient en mesure de, de justement mettre en œuvre leurs acquis, de leur faciliter la vie, de leur expliquer qu'est-ce qu'une habitude, comment elle se crée, comment elle se maintient dans la durée, etc. Donc je trouve que ce livre est vraiment excellent pour ça et pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'efficacité des formations et donc forcément à la partie transfert des acquis, pour moi, c'est un incontournable. je crois qu'il y avait un exemple dans le livre, ou peut-être dans le blog, où il parlait de quelqu'un qui, avant même que le comportement s'est installé, il fallait juste faire un premier pas. Et je trouvais ça génial. Oui. Par exemple, il y avait quelqu'un qui voulait aller à la gym, il n'arrivait pas. Hmm. Et en fait, il a été allé à la gym, mais il n'a rien fait. Il n'a pas fait d'exercice. Mais rien que le fait qu'il est allé Ouais. à la gym a Oui. déclenché quelque chose, c'est ça, hein, dans sa tête
pour commencer à faire changer le comportement. Exactement, exactement. C'est vraiment lui. Mais ouais, il prend l'exemple. Il dit voilà, déjà, facilitez-vous la vie. Hein. Mettez, par exemple, vous voulez courir, mettez vos chaussures, vos baskets de running, voilà, dans le couloir, en face de la porte. Enfin voilà, faut que tout soit fait pour que ça soit, qu'il y ait le moins de friction possible. Et pour y aller, et effectivement, en faisant le premier pas, naturellement, ouais, peut-être qu'au début, on va pas faire grand-chose, mais c'est pas grave, on est dans l'action. Et je veux dire, on va finalement tranquillement se convaincre, on va avoir une forme de renforcement positif, on va se dire, ouais, j'ai quand même fait des choses, donc voilà, je suis capable d'y aller, et puis c'est pas grave, quoi, on va y aller. Et on ne demande pas à courir un marathon du jour au lendemain, quoi. Surtout pour quelqu'un qui ne court pas. Mais c'est vraiment, il va y avoir cette forme de renforcement où c'est l'action qui va déclencher la motivation, qui va amener à la motivation et pas l'inverse. Il ne faut pas attendre que la motivation soit là. Et moi, j'aime beaucoup, on va dire, ce livre parce qu'il insiste beaucoup sur la notion de discipline. La discipline est quelque chose de supérieur à la motivation, quoi. Je veux dire, la discipline, si on ne se pose pas de questions, on le fait. Et la motivation viendra derrière. Si on attend d'être motivé pour s'y mettre, eh bien, pour beaucoup de personnes, on peut attendre longtemps, quoi. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'était la notion de résultat basé sur des petites actions au quotidien plutôt que des grands sauts. C'est-à-dire qu'ils prouvent de façon définitive qu'en faisant de petites actions tous les jours, ben, ça mène à un résultat énormément plus impressionnant et efficace que en faisant, beaucoup de choses dans un temps assez court. Ouais, tout à fait. Et je crois que c'est lui, sur l'un de ses billets de blog, qui expliquait que là, si tu t'améliores de 1% chaque jour, Ouais. je crois que le calcul, c'est à la fin de l'année, tu t'es amélioré, mais fois 37, je crois. Voilà, c'est les intérêts composés. Hein, c'est voilà, tu t'améliores de 1%. Donc aujourd'hui, tu vaux 100. On va dire, demain, tu vaux 101. Mais le jour d'après, c'est 1%. 201 en plus. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, ça devient c'est quasiment une logique exponentielle. Et donc, ouais, donc voilà, c'est énorme en termes de développement personnel et c'est énorme aussi en termes d'efficacité des formations. Je te pose la question. Alors, si je t'offre maintenant 1 million d'euros que tu prends tout de suite, ou Oui. 1 centime que tu doubles tous les jours pendant un mois, tu prends lequel? Alors, je vais te répondre parce que je pense connaître la réponse. Je vais prendre le centime parce que je crois qu'il y a une légende, une histoire avec des grains de riz ou des grains de blé ou je sais plus. Ouais. Il y avait quelque chose comme ça sur un jeu d'échecs ou un jeu de dames, un truc comme ça, quoi. Et je crois que ça a doublé. À la fin, ça donnait un chiffre extraordinaire, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et on a vraiment tendance à croire que, tu sais, il faut faire des gains considérables rapidement plutôt que prendre son temps, faire des petits gains. Et Ouais, lui, il montre vraiment ça bien qu'en étant patient et faire des petits gains, ben, le résultat, c'est beaucoup plus que l'on pourrait croire. exactement. Bon, donc ça, c'est Alors, clair, très ouais, bien. tout à fait, James Clear. Alors, il y a un autre livre, alors qui lui vraiment et sort de la formation, mais qui apporte des principes. Et je pense que là, il peut vraiment être utile de manière générale à beaucoup de personnes. Donc là, je fais un écart assez important avec le sujet de la formation, mais il y a quand même des liens. C'est le livre de Mark Manson et qui s'appelle, alors en français, c'est L'art subtil de s'en foutre. Et en anglais, je crois, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck, un truc comme ça. Enfin, voilà. Moi, ça, c'est dit. Et alors, bon, j'avoue, hein, je suis littéralement fan de Mark Manson. Enfin, voilà, j'adore, je suis ses articles de blog, je lis ses livres, etc. Mais j'adore vraiment son style d'écriture. Et comme il le présente lui-même, c'est un livre de développement personnel pour ceux qui n'aiment pas le développement personnel. Et il aborde des principes, alors avec vraiment, alors que les anglophones me pardonnent cette grossièreté, mais voilà, lui, il a tendance à mettre le mot fuck à toutes les phrases quasiment. Mais il explique les choses de manière très simple, et notamment ce dont je viens de parler avec James Clear, c'est la notion de discipline et le fait que dans l'esprit des gens, de beaucoup de personnes en tout cas, on va dire en général, on attend d'être motivé pour agir. Ouais. En fait, lui explique justement, en prenant son exemple, comment il a développé son business, en disant non, c'est l'action qui génère la motivation. Et de dire, faut pas se poser de questions, etc. Et donc, il donne énormément de conseils, alors dans son livre, sur son blog, etc., mais vraiment aussi sur la productivité surtout. Et donc, là, alors, il y a un intérêt sur les questions, encore une fois, du transfert pour ce dont on vient de parler,
Mais vraiment, là, je pense que ça peut être un livre très utile pour tous les professionnels de la formation qui, à un moment donné, ont besoin de repenser leur rapport peut-être au travail et d'améliorer l'efficacité de leur travail. Vraiment, enfin moi, il m'était extrêmement utile et ça a été vraiment un coup de cœur quand j'ai découvert ce livre. Il y en a sorti d'autres, hein. Voilà, notamment un deuxième qui s'appelle Tout est foutu. Donc, il a toujours le chic pour trouver les titres. Et voilà, en anglais, c'est Everything is Fact. Donc voilà, voilà, ça te parlera. Mais Ouais. vraiment, je trouve excellent. Donc voilà, si vous dites non, je veux absolument pas entendre parler de formation pendant mes semaines de congé, vraiment, lisez Mark Manson parce que indirectement, vous ferez des liens. Et notamment sur cette question de la discipline, etc. Je trouve que c'est extrêmement inspirant et moi, j'en parle dans mes formations, j'en parle à mes collègues, etc. Donc c'est vraiment, c'est excellent. Ouais, super. Donc, mais quel est le rapport entre la discipline et le titre du livre, L'art subtil de s'en foutre? Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas Ah exactement. oui, 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 tout à fait, ouais. J'avais l'impression quand tu disais l'art subtil de s'en foutre, c'était plus comment tu communiques avec les gens ou tu sais où tu te Ouais, positionnes. exactement. Ouais, ouais. Alors c'est vrai que le titre est assez original. Bon, lui vraiment, enfin tu parlais de minimalisme, etc. Il est aussi vraiment dans tout ce courant-là, hein, dans le courant aussi de philosophie des stoïciens, etc. Donc on va dire c'est aussi l'art du détachement et il apprend, enfin on va dire il travaille vraiment sur le fait de relativiser énormément. Mhm. Et notamment les blocages. Tu vois, si tu es perfectionniste, donc là, être perfectionniste, et moi je me considère, en tout cas je me considérais, parce que j'y travaille, comme perfectionniste, s'en foutre, c'est à l'opposé. Et si tu es perfectionniste, tu vas toujours attendre d'avoir quelque chose de parfait, Oui, d'avoir le bon moment, etc., pour oui. t'y mettre. Mm. Et donc lui te fait travailler vraiment dans le sens contraire. Et vraiment, il te fait travailler aussi sur le côté négatif des choses en disant, en gros, voilà, je caricature à peine, mais les livres de développement personnel qui disent que tout doit être positif, la psychologie positive, etc., lui, il prend tout le contraire. En disant, non, mais faut accepter que, je caricature à peine, mais l'être humain est pourri et foutu, c'est pas grave, il faut en avoir conscience. Maintenant, comment on peut s'en sortir? Comment on peut faire pour être moins pourri? Et donc, il va te faire travailler là-dessus. Enfin, en tout cas, lui, il va faire part de son expérience. Mais vu le succès du livre, et vu les témoignages, etc., qu'il y a sur son site, sur son blog, etc., a priori, ça a servi à beaucoup de monde. Et donc, c'est vraiment ça, c'est la discipline. C'est en fait, difficile d'être discipliné si on est perfectionniste. Parce que si on est perfectionniste, jamais on va se lancer, en fait. Ouais. C'est un peu ça, on va dire, vraiment, très résumé, l'idée clé du livre. C'est Et du donc, voilà. anti-procrastination, c'est ça? Exactement. Ouais, si on a peur qu'on va faire des erreurs, parce que souvent, si on perfectionniste, c'est parce on a horreur de faire des erreurs, en fait, Ouais. finalement, on fait rien. Et lui, il dit, Oui, autant y aller exactement. en se détachant un petit peu du résultat ou l'erreur qui peut venir. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ok, Donc Mark Manson, l'art subtil de s'en très foutre, bien. génial. Et alors pour refaire un lien avec la formation, le livre d'Eliott Meunier, donc qui se nomme Arrêtez d'oublier ce que vous lisez. Alors Eliott Meunier, enfin c'est un extraterrestre. Parce que Littéralement? ah ouais, bah, littéralement, en fait, je crois qu'actuellement il doit avoir 18 ans. Je crois que quand il a écrit le livre, il devait avoir 16 ans. Carrément? 17 ans maximum. Ah oui, non, mais enfin, c'est Ah, c'est tout hallucinant. nouveau. C'est Ah tout ouais, nouveau. alors, ouais, ouais. Alors, si tu ne le connais pas, Non. honnêtement, enfin, moi, quand je l'écoute, il était reçu récemment dans un podcast de Thibault Lui, qui est bien présent sur LinkedIn, et je disais, juste en commentaire du post de Thibault Lui, ah, je vais le dire tel que je pense, hein, mais la vache, mais si à 18 ans, j'avais raisonné comme ça, mais ça me paraît tellement loin, une maturité intellectuelle de fou, mais c'est complètement hallucinant. Et donc, enfin, lui, il a quitté le lycée, il a passé le bac en candidat I, mais voilà, il a monté son business. Enfin, voilà, il fait un chiffre d'affaires dément en étant seul. Enfin, vraiment, voilà, il s'est focalisé, dire, sur le métier de créateur de contenu. Et son gros truc, on va dire son sujet, on va dire principal, c'est la gestion de la connaissance. Et lui part du principe que, et il a raison, je pense, Ouais. tu lis des livres, tu consultes des ressources, justement, bah, tout ce dont on parle aujourd'hui, hein, des livres, des podcasts, des vidéos YouTube, etc., bah, tu vas automatiquement tout oublier. Et donc lui dit, pour ne rien oublier,
je résume vraiment le propos du livre. Il va falloir prendre des notes et prendre des notes d'une certaine manière pour conserver des traces et être capable d'exploiter ces notes par la suite. Et tout le principe du livre, c'est aussi le principe qui est défendu par Tiago Forte, qui est un autre auteur qui avait fait un livre sur la construction d'un second cerveau. Et l'idée, c'est de construire un second cerveau électronique. Et Elliot Meunier dit à juste titre, un cerveau n'est pas fait pour stocker des idées. Un cerveau est fait pour générer des idées. Et donc, ton second cerveau sert justement à toute cette partie mémorisation. Et donc, le livre est vraiment excellent. Donc, moi, je le vois forcément avec les yeux d'un professionnel de la formation en me disant, c'est vrai que on parle de transfert des acquis, mais comment conserver des traces de ce que l'on a vu en formation? Et donc, moi, j'utilise son livre pour... alors, moi, je construis tranquillement mon second cerveau aussi. C'est un travail au long cours. C'est assez exigeant, mais c'est vraiment très intéressant. Et je l'utilise aussi pour les formations que je suis. Donc, les formations que je suis, quelle trace j'en garde, comment je stocke mes plans d'action, comment je peux y faire référence, quand je suis une nouvelle formation, comment les notes que je vais prendre par rapport à cette nouvelle formation vont venir en hiérarchie, les notes que j'ai prises à l'occasion d'une ancienne, etc., etc. Donc voilà, si on est sérieux sur le sujet de la gestion de la connaissance et qu'on ne souhaite pas jeter à la poubelle ce que l'on fait en formation, lorsqu'on regarde une vidéo, lorsqu'on lit un livre, etc., vraiment, je recommande ce livre. Et puis d'aller voir aussi, parce que là, on le cite dans les livres, mais il a une chaîne YouTube, etc. Il en parle, c'est vraiment très sympa, quoi. Mais c'est pour qu'on puisse mieux stocker des informations dans notre cerveau, c'est ça? Alors, ouais, en fait, disons que tu crées un second cerveau. C'est-à-dire que c'est vraiment, alors celle-là, c'est à base de logiciel, hein, donc c'est un second cerveau, on va dire, digital, Ah, numérique. ok, c'est pas Voilà. carrément dans le cerveau, c'est pas comme un Ouais. memory palace où Non, on non, non. doit créer, tu sais, un répertoire dans notre vrai cerveau, c'est pas ça. Voilà, c'est ça, exactement. Là, c'est vraiment, tu le crées à part. Alors lui, il utilise un logiciel qui se nomme Obsidian. D'autres personnes qui créent un second cerveau utilisent Notion, etc. Mais D'accord. voilà, tu structures vraiment toutes tes données. Tu en fais vraiment quelque chose qui va te décharger mentalement. Et voilà, et en fait, tu vas retrouver toutes ces informations, quoi. Et donc, si tu as cette discipline, alors oui, ça prend un peu de temps de prendre des notes, mais voilà, ce qui est terrible, c'est de lire un livre, ne pas prendre de notes, c'est littéralement perdre son temps. Parce qu'en fait, si tu le fais juste pour la détente, c'est OK. Par contre, si tu le fais avec des livres comme ceux dont on parle aujourd'hui, qui ont vocation à t'apporter quelque chose, si tu ne les exploites pas, bah voilà, allez, quelques jours, quelques semaines, allez, au mieux, au pire, quelques mois après, tu ne t'en souviens absolument plus. Oui. Donc ça, c'est vraiment, je trouve ça excellent. Vraiment, les liens avec la formation, pour moi, c'est essentiel. Et pour servir la mémorisation, l'apprentissage, donc le niveau 2 et le transfert des acquis, niveau 3, voilà, c'est le genre de principe que n'importe quel apprenant, quand on parle d'apprendre à apprendre, voilà, devrait pouvoir s'approprier. Très bien. Donc ça, j'adore. Donc ça, c'est les livres. Et maintenant, Les livres. les gens sur LinkedIn. Ouais, les gens sur LinkedIn. Alors, je rappelle, hein, je ne fais pas de sélection. Je donne quelques exemples de personnes qui m'inspirent pas mal en ce moment par rapport à des sujets connexes à l'évaluation. Et voilà, j'en suis davantage et j'ai des relations avec beaucoup de personnes sur LinkedIn, mais je ne pouvais pas citer tout le monde, évidemment. Mais voilà, quand on parle évaluation, alors évidemment, actuellement, c'est difficile de faire l'impasse sur toute la partie technologie, intelligence artificielle, etc., etc. Donc moi, mon profil principal, la personne que je suis principalement sur ces sujets et qui me rend beaucoup de services en faisant ce travail de veille, pas que pour moi, hein, mais pour tout le monde, c'est Gérald Thiraud, T-I-R-O-T. Donc lui, il fait un travail de veille qui est tout simplement énorme. Sur finalement, voilà, je vais dire ça comme ça, mais toute la technopédagogie, hein, donc à la fois sur l'intelligence artificielle, sur les usages dans le digital learning. Il trouve aussi énormément d'outils. Alors pour l'évaluation, voilà, moi il découvre des outils, des outils des générateurs de quiz, etc. Je ne connaissais absolument pas. Donc voilà, ça alimente vraiment toute la pensée sur comment on peut outiller notre démarche d'évaluation.
Donc voilà, sacré travail fait Et par, c'est par un Gérald. travail aussi formel, c'est-à-dire qu'ils sortent carrément des lettres de veille. Ah, tout à fait, C'est pas exactement. que je te partage de temps en temps un Exactement, outil, c'est vraiment tout des à lettres fait. avec plein de choses dedans. Littéralement. Donc lui, il partage, il fait de la curation, il rassemble les meilleures trouvailles dans sa newsletter, etc. Donc voilà, pour moi, c'est clairement une personne indispensable à suivre sur LinkedIn. Et voilà, le connaissant, je pense qu'il va rester actif en juillet-août, donc je pense qu'il va certainement encore publier des choses, sans lui mettre la pression. Donc voilà, pour moi, il y a cette partie qui est essentielle parce que l'évaluation va nécessairement être impactée par toute cette partie technologique, par l'IA, etc. Donc voilà, il faut rester informé vis-à-vis de ça et venir enrichir sa pratique ainsi. Autre sujet, alors là, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur cela, mais évidemment, voilà, en contexte français, pas que francophone, mais vraiment français, on ne peut pas faire sans les histoires de Calliope, de qualité, de certification, etc. Bon, alors, pourtant, je suis le premier, enfin, pas le premier, mais je ne me gêne pas pour pester sur le système français et la formation. Quand je vois ce qui se fait ailleurs en disant, chez nous, c'est quand même compliqué, c'est complexe, etc. Mais voilà, il faut pouvoir naviguer au sein de celui-ci, et y compris pour les questions d'évaluation. Donc, comment notre pratique d'évaluation peut, on va dire, venir enrichir Calliope, en quoi nos dispositifs d'évaluation vont faciliter la mise en œuvre de parcours certifiants, etc. Donc tout cela, nécessairement, faut être voilà, à l'aise pour naviguer dans tout cet environnement juridique et normatif. Et voilà, et là, bon, à ce niveau, je peux citer quelques noms, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui interviennent, mais je pense à Elodie Arnaud Cavigioli, qui est extrêmement, qui est certifié bronze, accessoirement en Kirkpatrick, et engagé accessoirement aussi dans le parcours argent. Donc ça, c'est intéressant parce que ça fait au moins une double, si pas triple casquette. On a aussi Johan Vidalenk, Johan me pardonnera si j'ai écorché son nom, donc qui publie énormément de choses, puis en plus qui a ce talent de pouvoir aussi synthétiser souvent les enseignements sous la forme de dessin. Donc voilà, il a aussi ce talent, donc ça c'est intéressant parce que voilà, parfois sur des sujets, on va dire très très juridiques, etc. Il arrive à en faire des synthèses très sympas, visuellement accessibles au plus grand nombre. Donc ça, c'est vraiment top. C'est le décrypteur, c'est ça, celui qui décrypte pour nous. Ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Donc lui fait des, je crois, on parle de sketchnoting, je crois que c'est ça. Donc voilà, donc c'est vraiment sympa. Il a développé ce talent et voilà, il sait écrire, il sait dessiner, donc bravo à lui. On a Veille Formation aussi, avec notamment Alexa Rousseau et son équipe. Donc c'est un service de veille, voilà, payant à la base, mais sur LinkedIn, il publie beaucoup de choses à titre gratuit. Et donc très intéressant aussi, voilà, pour se tenir informé. Encore une fois, là, sur tout un tas de sujets liés à la formation. Mais là, dans le pavé dont je parle ici, sur le sujet dont je parle ici, c'est notamment pour, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est l'évolution, par exemple, de la certification Calliope, les impacts que ça va avoir sur l'évaluation, etc. Donc voilà, sur ces sujets, ça me semble essentiel. Il y a Cécile Dugachat aussi avec Atem Hebdo. Oui, tout à fait. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc c'est un service de veille aussi, donc voilà, donc 2 services de veille donc payants mais qui publient des choses, on va dire, en modèle freemium, on va dire. Alors petite pensée quand même à Pascal Lecaille, avec qui j'avais de très bonnes relations sur LinkedIn et qui publiait des choses très très pertinentes sur le sujet de la qualité, tragiquement disparu en début d'année. Voilà, je ne pouvais pas parler de qualité de la formation sans avoir une pensée pour Pascal. Donc Pascal, je te salue respectueusement. De manière plus générale, sur le sujet du management de la qualité, c'est intéressant aussi, c'est de suivre Benoît Kriegel. Alors pareil, j'espère que je n'écorche pas ton nom, Benoît, Kriegel, qui lui donne énormément de conseils pour rendre, alors comme il le dit lui-même, la qualité sexy. Parce que la qualité, voilà, c'est quand même un sujet en soi. C'est comme l'évaluation, je veux dire, c'est pas forcément un sujet marrant a priori. Donc le rendre sexy, c'est encore plus fort. Et lui fait donne énormément de conseils en management de la qualité, comment réussir ses audits, etc. Mais ça va plus loin. Donc il parle de Calliope, mais pas que. Et je pense que c'est bien aussi de lever le nez, de ne pas s'arrêter à Calliope pour penser plus largement
nos dispositifs de management de la qualité. Donc ça, c'est voilà, extrêmement pertinent ce que publie Benoît. Il était là avant Calliope, en tout cas. Exactement. Exactement. Et puis alors là, je vais faire on va dire une petite doublette. Toujours, alors voilà, encore une fois, vous voyez, je suis pas centré sur l'évaluation, mais je me dis tiens, pour enrichir notre pratique d'évaluation, donc allons chercher des éléments sur la qualité, sur l'IA, sur la technologie, etc. Et là, j'ai envie de parler de ce que propose Mélina Dupont avec un T. Donc on mettra toutes les références sous l'épisode avec les liens, etc. Et Mélina fait ce que je voulais faire depuis des années et puis elle m'a devancé. Donc c'est très bien, bravo Mélina. Au moins ça n'est plus à faire. Elle a fait des liens très forts entre formation et écologie, formation et permaculture, etc. En montrant que voilà, comment peut-on faire? C'est tout l'objet de l'épisode que l'on avait fait ensemble, hein, Joss. Oui, oui. Comment faire de la formation de manière, on va dire, durable. Voilà, comment on peut réduire notre impact, etc., sur l'environnement, l'impact en matière de ressources, etc. Donc, c'est extrêmement pertinent ce que fait Mélina. Moi, j'encourage vivement cette approche, hein, évidemment. Et je sais que Mélina fait partie d'un collectif, donc là, ils sont plusieurs, donc je n'ai plus les noms en tête, hein, ils me le pardonneront, qui s'appelle le collectif 1,5 degré Learning. Donc on mettra aussi, donc c'est une référence, on va dire, aux objectifs en matière de hausse de température, etc., de 1,5 degré. Mais de manière générale, au-delà des questions climatiques, ce collectif sur LinkedIn pose beaucoup de questions sur voilà, l'utilisation des ressources. Est-ce que c'est raisonnable de vouloir faire de la réalité virtuelle dans tous les sens, sachant que ça a un impact énergétique, ça a un impact en termes de consommation de métaux. Enfin, encore une fois, tout ce que l'on a raconté dans notre épisode, Oui. là, ils sont complètement, on va dire, en lien avec cela. Donc, ce sont on va dire, des pédagogues engagés, comme ils se présentent eux-mêmes. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de les suivre eux, de suivre Mélina, pour enrichir sa pratique d'évaluation, ses critères d'évaluation, et ne pas se limiter aux questions d'efficacité, d'impact, etc., sans intégrer des critères de sobriété, par exemple. Donc ça, c'est essentiel. Comme on disait dans l'épisode, sur l'impact beaucoup plus large que dans le projet même. Exactement. Exactement. Ok. Super. Alors, ça fait quelques personnes sur LinkedIn. Alors, il y a une personne qui publie beaucoup sur LinkedIn, et là, on va passer plutôt au site et au blog. Donc voilà, je le rangerai, façon de parler, je le rangerai plus facilement dans cette catégorie site et blog que sur LinkedIn, parce que son blog vraiment n'a pas besoin de LinkedIn pour vivre. C'est Jean-Philippe Douet, D-O-U-E-T, et qui lui parle beaucoup, donc sur son blog qui s'appelle leanagilité.com, il parle beaucoup de lean management. Donc pour faire simple, hein, voilà, la méthode Toyota, voilà, ça c'est le vrai lean, comme il le dit lui-même à la base, la chasse au gaspillage, etc. Mais d'une manière, voilà, il y a du vrai, il y a du faux lean. Le but, c'est pas de faire du licenciement à tout va, c'est plutôt d'optimiser le travail pour justement optimiser, accessoirement, améliorer le bien-être des collaborateurs, etc. Et ça, c'est un sujet dont je suis de plus en plus convaincu, c'est que la formation, quand on parle de conditions de transfert, la formation ne peut pas être efficace si le système, si l'organisation du travail n'a pas été pensée pour. Et ce que raconte Jean-Philippe dans ses articles, il parle de lean management, il parle de lien entre apprentissage et neurosciences, etc. C'est extrêmement pertinent. Enfin, vraiment, moi, j'adore, quoi. Et je pense que tout professionnel de la formation qui s'intéresse aux questions d'efficacité devrait à un moment donné se poser ces questions de système, hein, d'organisation du travail, de lean management, etc. Parce que, je vais prendre un exemple tout simple, mais on forme quelqu'un à la conduite des réunions. Oui, il peut avoir les bonnes pratiques, mais si il arrive dans une entreprise où finalement rien n'a été pensé pour qu'on ait je vais dire n'importe quoi, mais des réunions qui soient courtes, qui soient systématiquement préparées, qui ne se déroulent pas à n'importe quelle heure, etc., il va vite se faire rattraper par le système. Donc, à un moment donné, ce qui a été appris en formation, pour que ça soit appliqué durablement, il ne faut pas que le système aille contre l'application de ces bonnes pratiques. Et donc, il doit y avoir une réflexion sur le système, parce que sinon, les gens s'épuisent naturellement. Y Donc, compris c'est un vrai sujet. les conditions logistiques, par exemple, parce que quand tu parles réunion, ça peut aussi, où ont lieu
les réunions, la qualité du meeting, si Exactement. c'est dans Teams et tout ça, c'est ça Tout à aussi. fait. Exactement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, enfin voilà, c'est vraiment, là, c'est un sujet, un exemple anecdotique. Mais il y a énormément de choses comme ça, hein, donc à penser. Donc le lean management, moi j'y crois énormément, et je pense que voilà, ça, Jean-Philippe, si tu nous écoutes, moi en tout cas, je serais partant pour faire un épisode sur les liens entre lean management et évaluation de la formation. Ça serait top. Très bonne idée. Alors après là, on va dire mes sites et blogs assez fréquemment consultés. Il y a évidemment alors le blog de ces campus, hein, qui ne connaît pas le blog-formation-entreprise.fr, hein, donc voilà, c'est des articles qui sont publiés chaque semaine. Alors sur l'évaluation, il y en a notamment, il y en a pas mal, c'est moi qui les ai écrits, oui. Donc voilà, je les connais bien pour avoir travaillé quelques années avec eux. Encore. Ouais, tout à fait. Ah ouais, ils sont toujours d'actualité, hein, n'est-ce pas? Et mais voilà, ils abordent beaucoup de sujets sur la FEST, etc. Et donc sur la stratégie en formation. Donc tout cela pose des questions connexes, mais c'est forcément lié à l'évaluation. Comment on rend les formations efficaces, l'impact de la FEST, etc. Comment on bâtit une entreprise apprenante. Donc, tout cela pose des questions d'évaluation. Donc pour moi, c'est un incontournable pour faire sa veille. Je pense aussi, évidemment, alors il y a le blog Management de la formation par Rexis. Donc voilà, ça c'est un blog très très fourni sur beaucoup de sujets. Et il y a beaucoup d'articles sur l'évaluation, beaucoup d'articles aussi, alors plutôt sur la partie réforme, la réforme de la réforme, etc. Mais on parle de qualité, donc c'est très varié. Mais il y a pas mal d'articles sur l'évaluation, dont certains où voilà, j'ai été littéralement interviewé. Enfin, pour lesquels j'ai été interviewé. Donc voilà, ça je le recommande aussi. Et puis toujours dans le domaine de la formation, il y a le site et lettres d'information en même temps de Philippe Lacroix et Philippe Gilles, qui est la digitallearningacademy.com. Ça c'est pareil, en termes de veille, c'est très très fourni. Il y a beaucoup de choses aussi sur l'évaluation qui sont régulièrement publiées. Donc directement sur l'évaluation ou encore une fois sur des sujets connexes. Donc ça, je m'en inspire beaucoup aussi. Ça fait longtemps que ces blogs existent. Ah, tout à fait. Ouais, complètement. Il y a un nombre d'articles maintenant. Exactement. Et chaque semaine, c'est réglé comme du papier à musique. Je crois que c'est le vendredi à 16h, eux sortent leur newsletter. Et il y a un autre blog aussi, alors ça c'est le blog d'un éditeur de plateforme LMS, mais même si là, je pense que maintenant, il ne parle plus de LMS, il parle de Learning Transformation Platform, je crois, LTP. C'est Didask. Et Didask, alors je le dis, alors j'insiste toujours, je n'ai aucun lien, aucun conflit d'intérêt avec aucune des personnes que je cite ici, hein, on ne me rémunère pas pour ça, mais moi j'adore à chaque fois participer notamment à leurs webinaires, lire leurs articles, etc. Parce qu'il y a du fond, et vraiment du fond qui est basé sur la science, c'est-à-dire sur des résultats d'études scientifiques, etc. Donc c'est très fourni, on n'est pas du tout dans du bullshit où on avance, tiens, cette manière de faire est efficace, mais en fait, on n'en sait rien du tout, c'est juste une incantation. Là, vraiment, c'est soutenu par la science, et donc je trouve que c'est vraiment excellent, et lorsqu'ils font des webinaires, ils distinguent vraiment les webinaires de présentation de leur plateforme et les webinaires qui sont vraiment axés sur le fond. Et on sait que quand on assiste à l'un de leurs webinaires sur le fond, on sait très bien qu'on va pas avoir droit à une démonstration commerciale pendant 20 minutes. Donc ça, pour un éditeur, c'est vraiment appréciable. Donc c'est top. Didask, le blog de Didask. Bien. On parle des podcasts ? On parle des podcasts. Alors, 3 podcasts français et un belge. Alors, on va commencer par nos amis belges. Alors, le podcast se nomme C'est quand la pause. Et donc, ce sont 3 Belges, hein, Jérôme, Nicolas et Lionel, qui font ce podcast depuis un certain temps. Hein. Je pense qu'ils ont au moins une vingtaine d'épisodes. Hein. Je dis peut-être une bêtise, mais voilà, très très inspirant. Généralement, ça dure à peu près 1 heure. Et toujours des regards décalés. L'idée, c'est que eux se posent des questions du type, tiens, que serait la formation sans, et puis quelque chose. Et puis, vraiment, ils débattent autour de ça. Est-ce qu'on peut faire de la formation sans... Alors, par exemple, il y a un épisode dédié. Est-ce qu'on peut faire de la formation sans évaluation ? Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'on peut faire de la formation sans PowerPoint ? Sans application, sans smartphone, etc., etc. Et donc, ils débattent autour de ça. Et alors, outre l'originalité des sujets et le fait que
soit, alors évidemment sur le podcast lié à l'évaluation, on parle d'évaluation, hein, cela va sans dire, mais même sur les autres, il y a toujours cette réflexion, en tout cas très fréquemment liée à l'évaluation. Qu'est-ce que ça va donner, etc. Il parle de Kirkpatrick, il parle de l'autre modèle de Will Thalheimer, le LTEM, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses et ils ont une approche assez minimaliste où justement ils prennent le temps de penser les choses en se disant voilà, il faut des choses, ça sert à rien de déployer des dispositifs monstres, etc. Il faut penser les pratiques, voilà, il faut être très clair par rapport à nos objectifs, etc. Donc il n'y a pas de surenchère, il n'y a pas de surenchère technologique, il n'y a pas de surenchère pédagogique, etc. Donc c'est très pertinent. Donc voilà, ça c'est l'un de mes podcasts préférés en tout cas. Autre podcast, donc il y a Learn and Enjoy de Anne-Marie Cugnier, donc elle qui est centrée sur les usages et les technologies du digital learning. Donc là, énormément d'épisodes aussi. J'ai eu le plaisir d'être d'ailleurs reçu par Anne-Marie. Voilà, je pense que l'épisode sera publié diffusé à la rentrée. Donc on a parlé d'évaluation. Mais même avant moi, voilà, il y avait beaucoup d'autres épisodes qui parlaient indirectement d'évaluation. Il y a un épisode sur les nudges, donc sur la question voilà, comment on utilise les nudges en formation. Et moi, j'y pense sans arrêt sur l'utilisation pour, on va dire, le transfert des acquis. Et ça, je trouve ça voilà, extrêmement pertinent aussi, cette utilisation. On a le podcast Formation Innovation qui est tenu par Elliot Boucher, le cofondateur d'EduSign. Qui parle donc énormément d'innovation, comme son nom indique, innovation pédagogique et technologique. Et puis, vu que l'on parle de technologie, il y a aussi le podcast. Alors c'est comme un podcast, hein, c'est Format radio.fr, qui est tenu par Lafen et Stéphane Diebold. Et Stéphane propose souvent des regards assez décalés, encore plus décalés même que ceux dont on parlait précédemment, sur la formation. Et fait beaucoup de prospectives. Voilà, que va être la formation demain, quel va être l'impact de l'IA sur la formation, sur nos pratiques de formation, sur le responsable formation, sur nos pratiques d'évaluation, etc. Donc voilà, ça permet de penser la formation en se projetant quelques années en avant. Donc ça, je trouve ça excellent aussi. Alors Stéphane, ça fait longtemps qu'on connaît Stéphane, mais oui. AFEN, c'est quoi l'AFEN? AFFEN? Alors c'est l'association... alors, je vais éviter de déformer. Association, je pense que c'était, il y avait numérique dedans. Mais Française pour la formation d'entreprise et les usages numériques. Voilà, merci. Je savais qu'il y avait numérique dedans, mais voilà, exactement. Donc énormément de ressources sur le site. Oui, il y a 300 épisodes. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Et Anne. C'est énorme. Il y en a en 74 aussi, donc il y a de quoi écouter là. Ah oui, là vous pouvez traverser la France, hein, pas de problème. En termes de podcast, c'est énorme, quoi. Et pareil, hein, Elliot, il y en a, je pense, au moins une cinquantaine. Enfin voilà, il y a la ressource, hein. Clairement. Super. Donc ça, c'est les podcasts maintenant. Exactement. Et puis je vais terminer alors je vais être assez rapide parce qu'il y a 2 chaînes YouTube que je recommande, mais j'en ai déjà un peu parlé dans le livre. Donc il y a la chaîne YouTube d'Elliot Meunier, où justement il permet de voir en vidéo. Alors si vous voulez vous faire une première idée, il présente son système de second cerveau, etc. Donc c'est top avant de lire le livre ou d'aller plus loin, etc. Mais voilà, ça peut vous faire une première idée. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'il propose. Alors là, je l'ai mis dans les ressources francophones, autant pour moi, Just, mais il y a un peu, on va dire, l'équivalent de Elliot Meunier, qui est Thiago Forte. Et je pense que c'est lui-même qui, à la base, a créé ce concept de second cerveau. Et donc, pareil, pour moi, ça me semble un incontournable désormais, de plus en plus, avec, on va dire, l'infobésité dont nous sommes victimes, etc. On pourrait même parler de formabésité. Hein. Voilà, on suit beaucoup de formations, on suit des cours, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il en reste ? Donc, nous, on est là pour en parler avec l'évaluation. Mais ça, pour moi, ça permet d'outiller et de répondre à ce manque, à ce problème, en tout cas, de pallier ce manque de stockage, de mémorisation des notions vues en formation, etc. Donc, second cerveau, c'est essentiel. Donc, ces 2 chaînes. Et il y a une chaîne qui s'appelle Mind Parachutes, et qui est une chaîne qui est tenue par Matteo Venturi, que l'on retrouve aussi sur LinkedIn. Et alors cette chaîne, je la trouve vraiment excellente. D'ailleurs, c'est la seule chaîne de développement personnel que je suis sur YouTube. Et pourquoi j'en parle ici par rapport à la formation, c'est que Matteo
en fait, chaque vidéo, il prend un livre, alors souvent de développement personnel, sur la productivité, sur la formation, etc. Et il décrypte complètement le livre. Il en fait la synthèse à peu près en un quart d'heure et avec sous forme de petits, on va dire, dessins animés type Veilland, etc. Voilà, donc c'est animé à l'écran, on va droit à l'essentiel, c'est visuellement très sympa, très synthétique. Et la manière dont il présente les choses, pourquoi j'en parle ici, c'est parce que c'est vraiment, enfin c'est, moi j'inviterais tous les professionnels de la formation à dire tiens, faisons cet exercice comme lui il le fait, mais pour nos formations. C'est-à-dire que lui il prend un livre qui peut mettre, on peut mettre 3, 4, 5 heures à lire le livre, il résume en un quart d'heure en disant voici les pratiques essentielles, voici ce qu'il faut faire pour passer à l'action avec ce livre. Et en fait, ce format, je trouvais ça excellent qu'à chaque fois on prenne le temps, parce que lui il l'utilise. Hein, voilà, c'est pas quelqu'un qui a appris à dessiner. Hein, il utilise voilà, des choses en ligne qui permettent de faire ce type de cartoon assez facilement. Lui fait ce travail et je me dis tiens, voilà, on suit une formation. Ok, voici la synthèse, voici ce qu'il faut retenir de cette formation en un quart d'heure, sous forme de vidéo comme ça animée, et avec les éléments clés. Et voici ce que vous devez faire pour passer à l'action. Et donc dans son discours, peut-être même sans le savoir, il est extrêmement orienté transfert des acquis. Et donc, voilà, ne vous arrêtez pas au côté développement personnel de la chaîne. Voyez cette chaîne, en tout cas en tant que professionnel de la formation, comme étant, je trouve, un excellent exemple, un excellent moyen, on va dire, de synthétiser des ressources, ça peut être des formations, des livres, etc., d'aller droit à l'essentiel pour inciter les gens à passer à l'action. Donc, vous pouvez aller regarder les vidéos. Franchement, c'est vraiment excellent. Et Mathéo, accessoirement, propose aussi des formations. J'en ai suivi quelques-unes, par exemple sur la gestion du temps, etc. Et il est complètement dans cet état d'esprit. Ces formations en e-learning, c'est ça? Ouais, exactement. C'est ça. Donc, il y a la chaîne YouTube pour le gratuit, puis après, il y a des formations payantes sur son site. C'est ça, exactement. Voilà à peu près tout ce que je souhaitais voilà, partager dans le monde francophone, en vous incitant à aller consulter ces personnes, à les suivre, à aller consulter ces ressources, etc. pour voilà, aller plus loin dans vos pratiques. Encore une fois, en faisant un pas de côté. Pour beaucoup, alors je parle pas des podcasts, des ressources, des blogs centrés 100% formation, ça c'est une évidence pour enrichir sa pratique d'évaluation. Mais pour le reste, moi j'y vois des axes sur le transfert, sur la constitution du second cerveau, la gestion de la connaissance, etc. Pour moi c'est essentiel. Oui, il ne faut pas qu'on soit limité à notre propre univers, parce Exactement. que c'est en apprenant des autres que nous on avance. Tout à fait. Bah, moi, j'ai quelques ajouts. Hein. C'est pas aussi exhaustif vraiment que le tien, parce qu'en plus c'est en anglais et je doute que la grande majorité des gens qui nous écoutent parlent l'anglais, comme moi. Donc c'est pour ça que je vais limiter, mais vraiment parce que je les trouve super intéressants. Donc j'ai 3 livres à vous proposer. Le premier livre, en fait, il y a 2 livres par le même auteur. C'est Professor Richard Wiseman qui est quelqu'un, c'est un magicien à la base, mais c'est aussi un psychologue. Donc c'est un psychologue, mais qui appartient au Magic Circle, je crois, quelqu'un, donc le magicien vraiment de très haut niveau. Et lui, il a écrit un livre. En fait, c'est peut-être le meilleur livre de développement personnel qui est basé sur les vraies études. Donc, ça s'appelle les 59 secondes. Et en fait, c'est parce que c'est des petites astuces pour vraiment aller beaucoup plus rapidement, aller beaucoup plus loin dans le quotidien. Moi, je l'ai lu, c'est pas tout récent, hein, mais ça tient encore aujourd'hui. Et vraiment, c'est assez impressionnant comment lui, il arrive à traverser tous les différents domaines du travail, de la vie, etc., avec des petites astuces. Donc lui, vraiment, ça vaut le coup de le faire. Après, il a créé un livre qui s'appelle The Luck Factor. Donc ça, c'est les codes de la chance. Donc il était très intéressé à savoir la différence entre les gens qui se considéraient qui n'ont pas de chance et ceux qui ont de la chance. Donc il a créé une école. En fait, d'abord, il a étudié et après, il a créé une école pour rendre les gens non chanceux chanceux. Parce qu'il a dit qu'en fait, ce n'est pas question justement de chance, c'est quelque chose de scientifique. Et franchement, ça a tombé par terre. En fait, à la fin, tu comprends pourquoi les gens ils ont de la chance. Et c'est rien de illusoire, c'est rien
de spirituel ou comment on est né, mais tout est dans, en fait, le comportement humain. Je vous Ok. donne quelques exemples. Par exemple, les gens qui ont de la chance, ils sont hyper observateurs. Ils voient tout. Donc, quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de chance, c'est parce qu'il ne voit rien. Il voit pas le livre, il voit pas le billet de 5 euros par terre. Alors que la personne qui a la chance, lui, il voit. Quelqu'un qui a de la chance, il est hyper sociable, il va parler avec tout le monde. Et donc, parce qu'on a un grand réseau, ben, ça veut dire qu'on a des opportunités qui arrivent. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de chance, puis il parle avec personne. Et donc, en fait, vraiment, il a toutes ces explications pourquoi les gens ont de la chance. Et en fait, en faisant justement un peu comme eux, ben, du coup, nous, on développe notre propre chance. Et c'est vraiment très, très intéressant à lire. D'accord. Et puis le troisième, c'est Happy de Darren Brown. Donc Darren Brown, il connaît Richard Wiseman bien sûr. C'est aussi c'est peut-être un des plus célèbres musiciens du monde, Darren Brown. C'est un Anglais qui fait des spectacles vraiment incroyables. Mais en même temps, c'est un peintre et aussi c'est un auteur. Et lui, donc c'est un stoïque un peu. Tu avais parlé de Oui. quelqu'un qui était stoïque. Oui. Euh, On va dire ouais. Mark Manson, même s'il Ouais. s'en revendique pas vraiment, mais ça, ça y C'est la ressemble même assez, quoi. chose. Il ne revendique pas vraiment, mais il tire vraiment de cette époque des Grecs et pour expliquer, ben, happy, c'est comment être heureux, quoi, finalement. Parce que lui, il avait un enfance où il était très religieux et puis ben, finalement, ça se trouvait qu'il était homosexuel et donc du coup, il y avait une vraie contradiction entre les deux mondes et donc il était un peu paumé et finalement, bah, il trouvait son bonheur dans le stoïcisme et c'est vraiment très très intéressant comment il fait. Et il a créé d'autres livres aussi dans le même style, donc vraiment très intéressant. Donc ça, c'est 3 livres que je vous conseille. Et 3 blogs en anglais, on a ben, le blog de Patrick, hein, finalement, Oui, hein, tant qu'à faire. tant qu'à faire, le blog de Patrick, vous pouvez vous abonner gratuitement et vous allez recevoir un blog tous les semaines. Ils ont énormément de bonnes astuces en évaluation, hein, c'est eux les originaux, donc n'hésitez pas à vous abonner à le blog aussi et pas que le nôtre. Il y a joshbersin.com, donc lui c'est un grand spécialiste de la formation et de la ressources humaines. Josh Bersin, B-E-R-S-I-N, lui il a créé le modèle de maturité de l'entreprise au niveau de sa capacité à être performant dans la formation. Et donc il montre vraiment des choses très très intéressantes, comme tu disais par rapport au systémique. Tu vois, là, lui il est dans le systémique par Ouais, rapport voilà. à comment une entreprise doit vraiment faire des efforts d'une manière systémique pour que les gens puissent apprendre. Et donc Ah du ouais, coup, c'est il n'est pas essentiel. que dans l'événement, dans l'action, mais vraiment dans l'organisation au sens large. Et il montre qu'il y a 4 différents niveaux justement d'une entreprise performante dans la formation. Et c'est très très intéressant. Ok. Et puis, c'est mon responsable de formation internationale préféré, c'est Jenny Dearborn. Donc, malheureusement, elle est plus responsable de formation, mais je l'ai rencontrée dans une conférence aux États-Unis. Et j'étais juste épaté par rapport à sa façon de faire l'évaluation parce que c'était tellement pratique. C'est pas elle qui travaille C'était, chez SAP, non? oui, c'est elle, ouais. Et Ah oui. franchement, c'était la première à embaucher un analyste de données. C'était la Ouais. première à refuser des clés en interne parce que sans avoir un indicateur de performance pour Ah, c'est mesurer beau. avant après. La première, vraiment, c'est que des premières. C'est la première à vraiment travailler sur les diversités dans tout ce qui est entreprise. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui m'impressionne énormément. Donc là, du coup, bah, elle n'est plus dans la formation, mais vraiment, aller sur son blog, aller voir ce qu'elle a fait dans le passé parce que c'est impressionnant. Et c'est elle qui a fait l'expérience sur le niveau 1, sur l'inutilité de faire le niveau 1 Ah ouais. entre deux groupes. Mais vraiment, c'est très impressionnant. Donc, de toutes les conférences que j'ai assistées, c'était son discours qui m'a le plus impressionné et il faut la suivre. Ok. Voilà. Bon bah top. Merci Joss pour ces Écoute, ressources. Et alors je j'ai, connaissais pas du tout les livres, donc je et vais en ouais, prendre note, hein, parce que là on va, tu as éveillé ma curiosité là. on mettra la liste on mettra la liste hein, sur le blog, voilà, pour que vous puissiez. Normalement, il y a des liens aussi, hein, donc vous pouvez Ouais, cliquer directement pour aller à Amazon ou autre pour vous aider. exactement. Ouais, tout à fait. Bon, mais Bon nous, bah on n'a pas encore en super. vacances, mais toi, tu vas bientôt, je crois, hein, c'est dans 2 Ouais, tout à semaines, fait. c'est ça à peu près? Ouais, exactement. Même bon, on va dire une dizaine de jours, allez. Dizaine de Après, jours. Donc, une dizaine de jours où je vais apprendre aussi, réapprendre à me couper d'internet, etc. Voilà. Moi, je suis assez en mode déconnexion et livre papier hein, quand je suis en vacances, donc voilà. Sans les écrans, ça fait du bien aussi, quoi. moi, j'ai plus le droit au livre papier parce que quand j'ai rencontré ma femme, j'étais
je lisais énormément, hein, et en fait, j'avais 2 valises. J'avais la valise pour les Ah applis oui, et une valise pour les livres. d'accord. Et quand elle m'a dit: «Mais c'est quoi cette deuxième valise?» Je me dis: «Ben, il faut que je lise en vacances». Et donc du coup, c'était ma femme, c'était la personne plus heureuse quand les e-lecteurs sont sortis. Ah oui, voilà. Depuis, voilà, j'ai tout sur Kindle. J'ai pas le droit d'avoir un bibliothèque, donc je mets tout sur le Kindle. Donc c'est là. Ouais, c'est vrai que c'est pratique, hein. Ouais. Clairement. Mmh. Bon, écoute, je te souhaite, de belles vacances, Jonathan, et nous, on se Merci retrouvera à pour le toi 9e aussi. épisode à la rentrée. Je pense qu'on avait dit tous les 2 qu'on va commencer à inviter du monde, hein, pour aussi, ouvrir Ouais, l'esprit un petit peu. exactement. Donc on va travailler sur des invitations à ces gens qu'on a présentés aujourd'hui, mais aussi à d'autres spécialistes en information. Ouais, tout à fait, avec plaisir. Bon, allez, à bientôt. À bientôt, Joss.